Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présents pour ce nouveau webinaire gratuit de présentation des prochains séminaires et webinaires de l'école des sagesses. Et donc, j'aurai le plaisir aujourd'hui de vous parler un petit peu tout à l'heure du séminaire que je vais faire sur le thème des 5 piliers de la sagesse. Mais avant ça, je vais donner la parole à deux autres invités, que je dis trois autres invités. Il y aura Maxime Rovert, qui va nous parler d'un séminaire passionnant qu'il va faire sur le thème de la comment gérer les conflits. Il y aura également Laurent Paillet-Chevalier qui, lui, va nous parler d'un webinaire, c'est-à-dire d'un cours en ligne qu'il va nous faire sur l'effort. Et puis Carole Cédillo qui va nous parler du séminaire qu'elle va faire sur Jung. Alors, sans plus tarder, je vais tout de suite donner la parole à Maxime Revers, qui va nous... Alors, son séminaire, et je tiens à le préciser, était initialement prévu au mois d'août. Et comme malheureusement, bon, on vous en a tenu informé, mais tout le monde n'est pas au courant, le domaine de Savena dans lequel nous organisons ces séminaires va être vendu cet été. Du coup, nous avons rapatrié un certain nombre de séminaires auxquels nous tenions beaucoup, dont celui de Maxime Revers en avril et mai. Et donc, du coup, il y a des nouvelles dates qui seront maintenant du 29 avril au 5 mai pour le séminaire de Maxime Revers sur cette question de comment gérer les conflits, mais il va vous en parler lui-même et surtout nous expliquer quel est l'objet de ce séminaire. Donc, Maxime, je te passe la parole. Merci Frédéric, bonsoir à tous. Je suis très heureux d'être parmi vous ce soir, même si c'est à distance. Je vais vous dire deux mots du séminaire que je vais mener donc à la Maison des Sagesses. C'est un moment un peu particulier puisque, comme vous savez, l'idée de ces séminaires, c'est de se réunir un peu isolé du monde, un peu à l'écart des soucis et des sollicitations du quotidien, pour vraiment se donner à la philosophie. Et c'est vrai que dans mon parcours, ça prend du sens du fait que j'étudie les interactions depuis maintenant bien des années et que parmi ces interactions, celles que j'ai trouvées les plus passionnantes, mais qui sont aussi les plus urgentes pour avancer vers la sagesse et puis pour transformer un peu sa vie au quotidien, ce sont celles qui dysfonctionnent, c'est-à-dire principalement les conflits. Donc, je leur ai consacré plusieurs livres. Le premier, vous vous en souvenez peut-être, ou vous l'avez peut-être lu, s'appelait Que faire des cons pour ne pas en rester un soi-même. Et pour moi, c'était une grande rupture en fait avec une langue philosophique. Mais ça vous donne aussi une idée de la manière dont cette philosophie, fondée sur la notion d'interaction, peut se déployer dans une langue très accessible. Et en même temps, je l'ai poursuivi avec un livre qui s'appelle Se vouloir du bien et se faire du mal, philosophie de la dispute, où justement je dépassais l'idée d'un conflit très frontal, puisqu'en fait, ce que je montre dans Que faire des cons, c'est que la connerie, c'est pas un attribut qu'on peut prédiquer, c'est-à-dire attribuer donc à une personne, au sens où on peut dire mon pull est bleu. Bon, bah là, on sera tous d'accord que mon pull est bleu. On ne peut pas dire de quelqu'un que c'est un con ou une conne parce qu'en fait, cette attribution dépend des effets de miroir et des effets de rejet entre celui qui émet le jugement et l'objet auquel il applique ce jugement. Dans la dispute, j'ai étudié autre chose sur quoi je voudrais qu'on se penche, nous, ensemble, lors de ce séminaire. C'est un cas où en fait les deux personnes, ou les plusieurs, il peut y en avoir plus de deux, les personnes qui sont engagées dans le conflit, en réalité, ne sont pas mal intentionnées les unes à l'égard des autres. C'est un cas particulier et qui m'a beaucoup intéressé parce qu'en fait, si on veut bien comprendre ce qui se passe dans une dispute, on ne peut plus faire un procès d'intention, c'est-à-dire on part du principe que les gens au départ étaient bien disposés les uns à l'égard des autres. Je veux dire, ça peut être un week-end en amoureux qui tourne mal, mais qui était censé être un moment d'intimité heureuse. Ça peut être un dîner de famille qui lui aussi est censé fonder des liens de solidarité entre les membres d'une même famille et qui lui aussi peut partir dans le décor. Et quand on étudie ces moments-là, on se donne les moyens de surmonter ce qui est notre attitude naturelle, logique, qui est de se dire, au fond, c'est trop bête, au fond, ça n'aurait pas dû arriver. Et en fait, ce que je vais essayer de montrer et qu'on travaillera ensemble, c'est-à-dire
en y réfléchissant comme ça à plusieurs reprises. Donc, il y aura des ateliers le matin, il y aura des ateliers l'après-midi, il y aura des choses plus théoriques, il y aura des choses plus pratiques. Mais l'idée, c'est vraiment de réfléchir sur cette notion d'attribution et de responsabilité. Puisqu'en réalité, en gros, on se trouve confronté à des jugements très dépréciatifs à partir du moment où on attribue les conflits à des décisions volontaires. C'est-à-dire, en gros, bah oui, tu me fais du mal, c'est parce que tu fais ceci, que ceci tu le fais librement, et donc je te demande d'arrêter de le faire. En fait, je pourrais vous montrer que dans les quatre phrases que je viens de dire, il y a des erreurs logiques à toutes les étapes. Alors, si on devient capable de défaire ces enchaînements, en fait, on fait plus que de réfléchir théoriquement. En fait, on développe une certaine manière d'être, un certain pouvoir d'agir qui va nous permettre de faire plusieurs choses. La première chose, c'est d'abord d'éviter les conflits inutiles lorsque soi-même on les juge inutiles et qu'on les voit se pointer à l'horizon. Je ne veux pas insister trop sur cette stratégie d'évitement parce qu'en réalité, lorsque les conflits éclatent, c'est souvent qu'il y a derrière le petit accroc superficiel des raisons plus profondes. De ce point de vue, il faut considérer que derrière les conflits les plus superficiels se cachent des raisons, moi je les appelle plutôt des brèches, c'est-à-dire des fêlures, des faiblesses en fait dans notre système qui demandent à être explorées. Or, c'est pas du tout simple de s'ouvrir à ses propres brèches. C'est au contraire très difficile, c'est même un petit peu dangereux. En tout cas, ça nous fait peur, précisément parce que c'est entouré de peur et que cette peur nous évite de retomber dans la souffrance. La philosophie, dans ces cas-là, ne fait pas du tout le travail d'exploration intime, subjective, qui est celui de la psychologie, par exemple de la psychanalyse. Elle fait un travail d'analyse rationnelle où en fait on peut voir soi-même sans aller voir un psychologue ou en tout cas peut-être en complément d'un travail de ce type, où on devient capable par soi-même d'analyser les erreurs que l'on commet dans son appréhension de la situation pour trouver des portes de sortie. Et je dirais que plus encore qu'éviter les conflits ou sortir des conflits, l'un des enjeux de cette réflexion, c'est justement d'apprendre à explorer les possibilités qui s'ouvrent grâce au conflit. C'est-à-dire, au fond, au lieu de diaboliser des expériences qui, je le sais, sont pénibles, je le sais, brassent de la souffrance, et je le comprends, ne sont pas désirables, en fait, il faut surmonter cette question-là, puisque le plus souvent, ces expériences se proposent à nous sans que nous les voulions. Donc, la question de savoir si on est d'accord ou pas avec elles se pose pas tellement, puisque de toute façon, et ça on le verra ensemble, les systèmes d'interaction qui nous composent vont naturellement tendre à favoriser des événements qui vont toucher nos brèches. C'est bien parce qu'en réalité, puisque nous ne sommes pas parfaits, nous avons besoin de ces moments de crise pour évoluer. Donc, euh, comprendre ce que je viens de dire, c'est vraiment permettre à ces moments de crise de ne plus avoir cet aspect dramatique que nous leur attribuons, c'est-à-dire qu'en fait, on trouve que c'est pas souhaitable et on en a immédiatement peur. Donc, en avoir moins peur, c'est déjà une grosse partie du travail. Ensuite, être capable de naviguer à l'intérieur, c'est une manière aussi, non pas systématiquement de chercher la sortie, mais peut-être de chercher quels sont les leviers qui vont nous permettre de nous transformer grâce à la crise. Et entre parenthèses, quand je dis nous transformer, je voudrais qu'on ne le prenne pas trop d'un point de vue individuel. Ça veut dire, lorsqu'il s'agit de nous transformer, c'est, par exemple, si c'est un couple, c'est pas seulement moi dans mon couple. C'est nous deux dans un trajet de vie commun qui peut-être va nous amener à nous séparer, qui peut-être va nous permettre de nous transformer et de continuer ensemble. Dans les deux cas, la transformation est le maître mot qui doit éclairer la crise. Et en définitive, toute cette question-là pose le trajet éthique, c'est-à-dire en fait le chemin de sagesse, comme étant le seul et unique enjeu aussi bien de nos moments de joie que de nos moments de crise. Et de ce point de vue, passer une semaine à réfléchir sur les conflits, bah, d'une certaine manière, c'est se mettre
un peu à l'écart des conflits qu'on vit, parce que évidemment, bah, vous allez venir dans un endroit qui est privilégié, on va être ensemble, on va pouvoir réfléchir ensemble. C'est un moment qui ressemble à des vacances parce que voilà, on est nourri, on est logé, on est choyé, mais en même temps, c'est un moment de défi parce que il va y avoir des moments de réflexion qui vont être intenses et que j'espère agréables aussi. Il y a dans la philosophie cette joie de comprendre, comme disait Spinoza, qui nous fait passer du moment de détresse en fait et de souffrance au moment d'éclairage quoi, où tout s'illumine. Et ça en fait l'idée de ce séminaire, c'est de faire en sorte que au lieu de repartir avec un support théorique, qui évidemment fait partie, moi, de mes objectifs. Ça veut dire, je voudrais quand même faire en sorte que cette philosophie-là, elle se répande, elle trouve des interlocuteurs. Mais au-delà de ça, le but, c'est vraiment de développer un savoir-faire face à des situations concrètes. C'est pour ça que le jeu des ateliers, c'est tout à fait autre chose que des cours magistraux. Il y aura des moments d'explication. Moi, j'adore faire des schémas. Donc, il y aura des schémas, il y aura des tableaux. Enfin, il y a des manières de faire la philosophie qui sont différentes selon les enseignants. Moi, j'ai enseigné dans des petites classes et puis j'ai enseigné jusqu'à des très hauts niveaux. Et donc, j'aime visualiser, j'aime montrer. Je trouve que c'est essentiel de se souvenir. Donc, c'est cette théorie des interactions que je vais essayer de mettre en image, d'argumenter, comment dirais-je, de mettre en circulation aussi grâce à vos questions, à vos réticences. Et voilà, l'idée, c'est qu'au bout de 5 jours, vous en ayez une vision telle que nous soyons capables, les uns et les autres, de mettre en œuvre, de mettre en pratique ce que les interactions nous indiquent, de manière à ce que vous n'ayez plus besoin de maîtres de sagesse, mais que vos propres interactions deviennent les maîtres d'une sagesse qui est la vôtre. Voilà un peu l'objet de ce séminaire. Ce sera du 29 avril au 5 mai. N'hésitez pas à vous inscrire rapidement parce que les places partent vite. Et encore une fois, je vous attends. Ce sera un moment de grand échange philosophique. Ça va être exigeant parce il faut quand même mobiliser son cerveau, mais ce sera gratifiant parce que lorsqu'on passe par la voie de l'intellect, on finit par toucher le cœur. Et lorsqu'on touche le cœur, c'est vraiment toute la vie qui s'en trouve transformée. Maxime, je te remercie, mais je voulais te poser une question. Un certain nombre de spectateurs qui nous regardent actuellement t'ont peut-être vu à la grande librairie récemment où tu es passé il y a quelques semaines pour parler de ton dernier livre, qui est Parler avec sa mère, livre qui connaît un grand succès en librairie. Et donc, est-ce que tu aborderas la question des conflits parents-enfants qui sont quand même souvent très présents chez nous? Est-ce que tu évoqueras cette question? Bien sûr, en fait, parler avec sa mère, ça étudie une partie des conflits qui naissent de cette interaction très particulière entre les parents et les enfants, et spécifiquement la figure de la mère. Et donc, c'est naturellement l'un des axes qu'on va être amené à aborder. Par ailleurs, d'en parler avec sa mère, j'essaie d'étendre la notion même de fonction maternelle à l'ensemble de la famille. Donc, si vous n'avez pas de problème avec votre mère, mais que c'est avec votre oncle, vos cousins, je ne sais pas qui, ça marche aussi. Ça veut dire qu'au fond, c'est une certaine qualité de présence qui circule à l'intérieur des familles qu'il s'agit d'interroger. Donc, à nouveau, que l'on soit dans des problématiques de conflit ou dans des réflexions peut-être heureuses aussi sur les rapports à l'intérieur de la famille, tout ça sera abordé dans le détail au cours de ce séminaire. Ok, super. Non, mais je vous invite très vivement, effectivement, à vous inscrire rapidement à ce séminaire qui, je suis sûr, va être absolument passionnant parce que Maxime est non seulement brillant, mais c'est un très bon pédagogue. Et puis, on passe des bons moments avec beaucoup d'humour aussi avec lui. Et puis, vous serez dans un lieu absolument magnifique, hein, le domaine de Savena. C'est un très bel endroit dans la Drôme provençale, au milieu d'une forêt. Il y a 15 hectares du domaine, une piscine naturelle magnifique pour vous détendre aussi. Donc c'est un moment aussi où vous pourrez un peu eh bien, déconnecter, vous ressourcer et vous enrichir à travers effectivement ces enseignements, puis des pratiques psychocorporelles hein, le matin et le soir, un éveil musculaire le matin, un temps de rassemblement et plutôt d'introspection le soir à travers une petite méditation. Donc voilà, si vous êtes intéressé, vous allez sur le site de la Maison des Sagesses, sur lequel je pense la plupart vous êtes passés, pour vous inscrire à ce webinaire et vous verrez le webinaire, le séminaire, je veux dire, de Maxime du 29 avril au 5 mai.
J'en profite, donc merci beaucoup à toi Maxime. J'en profite pour vous dire que vous pouvez poser des questions ce soir à nos différents intervenants. Vous avez en bas, du Zoom là, vous avez en bas de votre écran un Q et R, ça veut dire questions-réponses et donc vous pouvez dès à présent, par exemple, si vous avez des questions à poser à Maxime sur son séminaire, bah, vous pouvez le faire dès à présent et en fin de tout à l'heure, une fois que nous aurons un peu présenté nos webinaires et séminaires, Aurélie Godefroy, qui est notre journaliste qui anime tous les webinaires en direct tous les jeudis soirs sur Zoom, dans le cadre de l'école de philo, qui donne une formation continue de philosophie, eh bien, Aurélie reprendra les questions et les posera aux uns et aux autres. Donc, n'hésitez pas à y aller dès maintenant. Alors maintenant, je vais donner la parole à Carole Sédillo. Alors, Carole Sédillo, c'est une spécialiste de la pensée jungienne que je connais depuis longtemps. J'ai eu l'honneur de lui écrire une préface. Et donc, je lui ai proposé de faire un séminaire au domaine de Savena, dans lequel elle va parler de Carl Gustav Jung, qui est ce grand penseur et psychologue des profondeurs. Et elle fera aussi des ateliers pratiques, mais elle va vous parler de tout ça. Alors, elle se trouve qu'elle est chez moi parce qu'elle a un problème d'ordinateur. Donc, c'est une amie, je l'ai conviée. Donc, Carole, je te passe la parole pour que tu puisses présenter ton séminaire. Donc c'est à Vas-y. moi. Donc merci Frédéric. Oui, je suis chez toi et merci de m'accueillir surtout. Alors, j'aurais envie de dire que plus que jamais dans ce monde d'aujourd'hui, monde qui a perdu malheureusement le sens, on peut le dire quand même comme ça, l'essence de l'essentiel, heu, eh bien, je dirais que nous avons besoin, oui, nous avons besoin de la pensée de Jung. Bah, pour quelle raison? Bah, parce que c'est une pensée unificatrice, heu, qui va réhabiliter l'individu que nous sommes, qui va le motiver et qui va l'animer. C'est un vaste programme, et parce que nous avons envie de mieux nous connaître, d'en savoir plus sur nous-mêmes, ce séminaire, porté par la pensée de Jung, sera particulièrement un moment privilégié, heu, pour soi-même et puis finalement un cadeau pour se rapprocher du soi, soi qui est, un grand concept, jungien. Les autres concepts tels que l'inconscient collectif, la persona, l'ombre, l'anima, l'animus, les archétypes, la synchronicité, les typologies, heu, bien sûr, ils seront présents, tout au long de ce séminaire. Mais nous insisterons quand même sur un concept particulier et vous verrez en quoi il est quand même, passionnant, fédérateur et fondateur. C'est celui de la conjonction des opposés. Alors je vous dirai pas le thème là, le terme tout à fait technique aujourd'hui, hem, parce que Jung nous propose un langage. Donc moi, ce que je vous propose, c'est d'apprendre, avant de parler Jung, c'est d'apprendre ce langage, heu et on va l'apprendre dans un lieu quand même particulier. Un lieu qui est magnifique, qui est le domaine de Savena et on va dire que ce lieu est un écran. Mais finalement, qu'est-ce qu'on met dans un écrin? Écran non, écrin oui, mais qu'est-ce qu'on met dans un écrin? On met un bijou. Donc pendant ces 5 journées, heu et bien, c'est vous qui allez être le bijou. Donc ce que je vous propose moi dans ce séminaire de quelques jours, c'est une expérience, une rencontre avec vous-même, heu et on va s'appuyer bien sûr sur la pensée de Carl Gustav Jung. Mais pour parler de tout ça, on va poser un petit peu la pensée. Bien sûr qu'on va penser, comment est-ce qu'on pourrait faire autrement? Mais on va laisser ça de côté, non au détriment de rien du tout, mais au profit de notre créativité, de tout ce qui fait création en nous. Donc ça va être un détour passionnant parce que nous allons être, ah! On va mettre les doigts dans le cambouis. On va être dans le faire, faire, F-A-I-R-E. On va s'impliquer, va s'organiser bien évidemment pour aller puiser dans notre territoire de ressources. C'est ce que Jung nous propose, il nous le propose pour quelle raison finalement? Mais parce que lui, c'est ce qu'il a fait. Heu, Avant de poser la théorie, il a expérimenté. Il a fait fi du savoir et Dieu sait si cet homme avait un savoir colossal, mais il l'a mis de côté et puis il s'est dit: «Tiens, je vais aller expérimenter».
je vais aller dans la connaissance de. Donc on fait un petit détour et je pense que pour Jung, c'est quand même quelque chose de particulier par rapport à tous les autres grands psychologues, psychanalystes, et il a pris un autre chemin. Et c'est ça qui va nous intéresser. C'est comment chacun d'entre vous va prendre son propre chemin, son chemin unique, individuel. Et le mot chemin, là, vous allez voir, il n'est pas simplement qu'une définition, parce que nous allons cheminer aussi et profiter du décor exceptionnel. Nous allons aller véritablement visiter la nature, nous confronter aux sentiers, aux senteurs, à tout ce qui va faire que nous allons pouvoir toucher, palper, etc. Donc, le lieu est un véritable plus, parce qu'on pourrait apprendre tout ça d'une manière, intéressante, intellectuelle. Ben, voilà, dans une salle, voilà, tout simplement. On est installé, on a des tables, on a des chaises. Mais là, le véritable plus qui va nous permettre de nous approprier ce dont Jung nous parle, c'est que nous allons le vivre dans la nature. Ah, ben oui, mais fin avril, il va faire froid peut-être, mais on s'en fiche, hein. Le froid, bien évidemment, va nous enseigner aussi des choses extraordinaires. La pluie, s'il pleut, ben, là aussi. Donc ça veut dire que là, on va se connecter à quelque chose d'important pour Jung, qui va être l'expérience aussi de la nature. Et quand je parle de la nature, j'en parle d'une manière archétypale, ce qui est nature à l'intérieur de nous. Parce que bien sûr, tous les concepts dont j'ai parlé, bah oui, l'inconscient collectif, la persona, l'ombre, l'animal, l'animus, les archétypes, la synchronicité, bien évidemment que nous allons les aborder. Mais nous allons essayer de les aborder d'une manière, vivante, pas uniquement théorique. Nous allons les créer et pour cela, bah, je vous en dirai pas plus, c'est à vous de découvrir. Nous aurons des médias, heu, très intéressants qui peuvent être l'écriture, qui peuvent être le dessin et plein d'autres, pour nous faire vivre autrement que par la pensée, heu, mais par l'émotion, par le sentiment, par la sensation, par l'intuition. Donc nous allons, nous approprier Heu, bah, tout ce qui est en nous finalement, tout ce que nous possédons, mais nous allons le mettre de côté et nous allons dire: «Non, on va pas l'intellectualiser». Le vivre, ça vous allez voir que c'est autre chose, de s'approprier ce qui nous appartient d'une manière différente. C'est ce que Jung nous propose, hein. Donc on va rencontrer un monde particulièrement important, passionnant, et incontournable dans la pensée de Jung. C'est le monde des images. Parler de Jung, penser, Jung, si je puis le dire de cette manière, c'est penser aussi en images et avant tout. Oui, le livre rouge. Le livre rouge qui est l'expérience, fondatrice, fondamentale de la pensée de Jung. Certes, c'est un livre où il y a de la pensée, il y a des écrits, il y a des choses éminemment profondes, mais qui sont inspirées par les images dont nous sommes porteurs. Heu et moi, ce que je vous propose dans ce que nous allons faire, c'est justement de les rencontrer, ces images. Alors bien sûr, nous allons penser, comment pourrions-nous faire autrement? Mais nous allons rencontrer ces images parce que nous allons les vivre et que la rencontre avec cette partie de nous-mêmes. Et puis tous ces concepts que je viens de nommer, qui sont passionnants, heu, parce que ce sont des enseignements avant toute chose, et bien nous allons les créer, nous allons les rencontrer, nous allons les partager, à travers plein de médias, voilà, plus ou moins, intéressants pour certains. On est plus, en affinité peut-être avec écrire ou avec, mettre de la couleur ou des choses comme ça. Qui vont qui et là, c'est très important parce que cela va nous faire rencontrer un archétype et le mot archétype, vous allez voir que ce n'est pas qu'une définition, mais un archétype fondamental, sans lequel notre vie serait quand même terrible. C'est l'archétype du puère, c'est-à-dire de l'enfant intérieur, de cet enfant qu'on ne doit jamais perdre dans notre vie, même si on a 99 ans. Comment le laisser vivant et en vie? Parce que sans lui, la vie n'a plus de sens. C'est lui qui nous amène la spontanéité, la joie de vivre, la création, l'émerveillement.
en fait, le sens de notre vie et de notre existence. Donc moi, ce que je vous propose, à travers bien évidemment la théorie, et nous allons parler aussi de Jung et de sa vie, bien sûr, heu, mais c'est justement, c'est de retrouver et de rencontrer cet enfant-là. Et puis s'il est vous l'avez un petit peu perdu parce que la vie aussi nous le fait perdre malheureusement, nos épreuves, mais comment se reconnecter, le laisser aussi venir nous rechercher, pour nous redonner cette impulsion de vie, et redonner du sens, comme je l'ai dit au départ, que malheureusement la vie que nous menons tous, notre vie personnelle, notre vie, intime, mais aussi la vie du collectif qui, dans ce moment de vie, est particulièrement, quand même, questionnante, interpellante. Heu Comment remettre du puer? Comment remettre de cet enfant joyeux, divin à l'intérieur de nous? Comment le remettre en vie? Alors moi, les 5 jours là que j'ai la chance de pouvoir, y être présente, heu, j'ai envie vraiment de vous le faire, retrouver, rencontrer, heu et puis aussi, voilà, cheminer dans ce lieu extraordinaire, heu, qui va nous émerveiller et qui va aussi nous redonner une énergie extraordinaire. Voilà, parce que nous allons respirer à chaque fois dans ce lieu magique. Merci beaucoup Carole. Bah, je reprends la parole en tournant mon ordinateur. Toujours beaucoup de plaisir à t'écouter, donc je pense que tous ceux qui viendront à ton séminaire, il reste pas beaucoup de place non plus. Et je vous dis ça parce qu'en fait, on fait des petits groupes. On ne veut pas dépasser 15 personnes, donc ce sont toujours des groupes petits, restreints, pour qu'il y ait le temps justement d'avoir des échanges avec toi, avec les intervenants entre eux. Et puis c'est voilà, je trouve que c'est la qualité prime sur la quantité. Donc en tout cas. Vous pouvez retrouver le séminaire de Carole sur Jung du 22 au 27 avril et vous retrouverez toutes les informations sur le site de la Maison des Sagesses. Alors, je vais maintenant donner la parole à quelqu'un qui ne fait pas de séminaire, enfin pas encore, mais qui fait un webinaire, c'est-à-dire un cours en ligne dans le cadre de l'école de philo. Donc, je rappelle, c'est tous les jeudis soirs, c'est une formation continue en philosophie sur des thèmes et des sujets extrêmement divers qui nous sont d'ailleurs proposés par les enseignants eux-mêmes, même si de temps en temps nous aimons bien suggérer tel ou tel sujet, mais c'est bien qu'ils nous partagent ce qui les anime et ce qui les passionne. Et donc nous avons demandé à Laurent Paillet-Chevalier, qui dans une autre vie était comédien de théâtre, et puis qui dans une vie actuelle est prof de philo qui est très vivant. Nous lui avons demandé de nous proposer des sujets et parmi eux, il y a ce thème de l'effort qui effectivement, a priori, n'est pas super sexy, mais tu vas nous expliquer pourquoi nous aurions tout à fait intérêt à écouter tout ce que tu as à nous dire sur l'effort à travers les 2 séances que tu vas faire. C'est un cours en 2 séances. Une première séance ce jeudi et puis une deuxième C'est le ça. jeudi suivant. Donc je te donne la parole, Laurent. Voilà, merci Frédéric, bonsoir à tous. Alors effectivement, c'est vrai, l'effort, c'est pas un thème qu'on s'attendrait à voir dans un séminaire en ligne de philosophie, euh, parce que dès qu'on pense à l'effort, on pense à l'effort physique. Hein, transpirer, pousser, etc. On pense à ces grands youtubeurs, hein, qui nous fascinent. Mais là, il ne va pas s'agir de cela. De quel type d'effort sera-t-il question? Il sera question de cet effort que l'on fait pour résister ou pour vaincre des résistances. Dans notre vie, souvent, on se rend compte qu'il faut tenir debout. Et d'ailleurs, ce sera le titre de ces 2 cours, tenir debout. On se rend compte qu'il faut tenir debout. Alors moi, j'aime beaucoup, j'ai un poète réunionnais, là d'où je viens, l'île de la Réunion, qui a cette petite phrase en créole: si tu tiens beau pas, qui tient beau drap? Alors je le traduis, hein, si toi-même tu ne tiens pas, qui pourra tenir pour toi? Et je crois qu'il y a une expérience fondamentale que l'on fait dans la vie, c'est-à-dire qui peut tenir à ma place? J'ai des enfants, un travail, des exigences, et il faut y aller, il faut tenir, il faut avancer. Et c'est ce paradoxe-là que j'aimerais que l'on puisse creuser ensemble dans un premier temps, dans le premier jeudi. Ce paradoxe, on peut le définir de 2 manières. Ou bien, un peu à la manière de Schopenhauer, penser le rapport à l'effort comme une ascèse. Alors l'ascèse est un mot qui fait un peu peur dans nos traditions issues de la chrétienté, où on a l'impression de l'ascèse de voir privation, souffrance, difficulté. Mais l'ascèse vient d'abord tout d'un mot grec, aeskesis, qui veut dire exercice, entraînement.
Ah, il faut l'entendre que les athlètes grecs faisaient une forme d'aeskésis pour s'entraîner à faire les marathons et leurs jeux. L'ascèse, ce sont donc l'ensemble de ces petits entraînements que nous faisons afin de pouvoir vivre notre vie. Et ce qui est très intéressant, c'est que l'ascèse n'est pas une confrontation. Il ne s'agira pas de lutter contre ce qui nous fait du mal, mais d'avoir des petits exercices dans notre vie pour pouvoir assumer la vie entière. Je rappelle que Schopenhauer allait même par ascèse jouer de la flûte tous les jours. Donc le premier auteur que nous travaillerons, ce sera probablement Schopenhauer, et cette question de l'ascèse. Comment, pratiquant de petits exercices, ma volonté peut-elle maîtriser les efforts que je dois faire et lutter contre ces difficultés? Mais si on dit cela, on a un premier paradoxe ou une première ambiguïté qui apparaît. Parce que l'effort, si l'effort est fourni par le corps, c'est le corps qui vit l'effort. Alors d'une part, vous me direz, pourquoi le rationaliser? Mais deuxièmement, est-ce qu'on n'est pas dans une attitude qui prendrait un peu le corps toujours sous l'angle d'une espèce de dolorisme? Pourquoi le corps est-il cette victime qui devrait toujours souffrir dans l'effort? N'y a-t-il pas une autre manière d'envisager les choses? Cette autre manière, ce tournant, on va le penser avec Friedrich Nietzsche. Nietzsche est quelque part un peu de l'école de Schopenhauer. Mais Nietzsche, vous le savez peut-être, dans La naissance de la tragédie, pense le dionysiaque, c'est-à-dire l'effusion de la vie, la profusion de la vie. Et Nietzsche nous apprend une chose très particulière, c'est que pour pouvoir être vivant, il faudrait se laisser entraîner par la vie, voire même s'entraîner à vivre. Prenons un exemple simple. Quand la morosité arrive, quand le sentiment de culpabilité arrive, quand la négation, ce que Nietzsche appellera le nihilisme, en nous apparaît, alors ne faut-il pas lutter pour permettre à la vie elle-même de s'épanouir en nous? Alors là, on tient un paradoxe intéressant. Faut-il penser l'effort comme aesthesis, c'est-à-dire comme une ascèse, où je maîtrise mon corps, je maîtrise ma volonté dans l'idée de pouvoir réaliser et de lutter contre ce qui me fait obstacle? Ou bien, faut-il penser l'effort comme cet entraînement à la vie, cette joie de vivre, apprendre à rire, apprendre à respirer? Donc dans la première heure de cours, j'aimerais bien explorer avec vous ce paradoxe entre ascèse et quelque part joie de vivre, élément dionysiaque. Mais si on y regarde bien, ce premier paradoxe que nous travaillerons en appelle un deuxième. Celui-là, plus fin encore. Et j'aimerais vous partager quand est-ce qu'il m'est venu à l'esprit. Il m'est venu à l'esprit il y a déjà bien des années, j'avais en réalité 17 ans. À l'époque, comme le disait Frédéric, je faisais énormément de théâtre et j'avais une très bonne amie danseuse, je tairai son nom, modern jazz, magnifique. Et un soir que j'entrais pour le théâtre, j'arrivais un peu plus tôt, je la vis danser sur la sienne. Mais comme jamais, danser comme jamais. Puis je lui demandais à la fin ce qui se passait et elle me dit ce soir-là, je ne vais pas bien. Alors depuis des années, je me suis demandé l'effort de la danseuse. Qu'est-ce qui donc motive une danseuse à faire des pointes, des demi-pointes, à ce que son corps soit saisi ainsi par une régularité? Qu'est-ce qui donc la motive? Qu'est-ce qui la tient dans l'être? N'y a-t-il pas chez la danseuse un effort? L'effort au sens esthétique. Mais on peut encore aller un peu plus loin. Quand on fait des travaux, quand on répare quelque chose, celui d'entre nous qui a déjà tenu une perceuse comprendra ce que je vais dire. L'effort qu'il y a, même avec une machine, à percer un trou, la juste mesure dans l'effort, ni trop peu, ni trop fort. L'effort, c'est donc pousser, y aller, mais en même temps se maîtriser. Tiens donc, encore un autre paradoxe. Paradoxe dans l'esthétique, le corps de la danseuse. Paradoxe dans les travaux, le corps du travailleur, le corps de l'ouvrier. Paradoxe en politique. Paradoxe de la révolution. Paradoxe en science. L'effort, c'est donc l'attitude que l'on a, mais qui passe par notre corps,
afin de pouvoir réaliser un objectif. Arrêtons-nous quelques instants là-dessus. Ce qui rend donc possible l'effort, c'est le corps. Oui, mais ce corps vieillit, ce corps change, ce corps évolue. Il n'est pas sûr même que demain, ce corps ait les mêmes capacités. Et pourtant, il pourra encore faire un effort. Est-ce à dire donc que l'effort s'enracine dans le corps, mais que c'est notre conscience et notre volonté qui lui donnent une signification? Il y avait pour cette danseuse sur ce soir-là au théâtre une signification particulière à faire des pointes, des demi-pointes et des pas de bourrée, une signification qui faisait du bien à sa vie. Elle ne faisait plus d'efforts pour elle. Elle était comme emportée par la danse. C'est de ça, dans le deuxième cours, que j'aimerais parler. La passion de l'ouvrier, qui celui qui fait une charpente monte le bois, le porte, le supporte et construit avec fierté la charpente. L'effort est là, mais il est quelque part en arrière-fond. Pareil pour le révolutionnaire, pour le scientifique. Mais cette attitude-là, ne peut-on pas, pour nous-mêmes, l'adopter dans nos vies? Que l'effort soit cette trame de fond, mais qui nous dégage un champ de joie, de vie, sur lequel nous pouvons vivre. C'est sur ces deux moments que j'aimerais poser l'attention du cours, tenir debout, où le premier paradoxe, c'est tenir debout entre l'ascèse et la joie de vivre, et dans un deuxième moment, tenir debout en tant que c'est cet effort soutenu par autre chose qui m'ouvre à une vie épanouissante. Merci beaucoup Laurent. Bah, écoute, tout ça s'annonce, aussi passionnant que tu l'es dans ton l'énergie que tu mets dans ces paroles et vraiment on a hâte de t'écouter. Je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas bien l'école de philo, c'est donc une formation continue tous les jeudis soirs en direct, sur Zoom, de 20 h à 21 h 30. Il y a 1 heure de cours suivi d'une demi-heure de questions-réponses avec l'enseignant. Et il y a donc plusieurs formules. Vous pouvez acheter le cours à l'unité si vous voulez juste acheter le premier cours. Et puis si vous êtes intéressé, vous achèterez le second, etc. Comme vous pouvez vous abonner à 3 mois, 6 mois, 1 an. Évidemment, si vous abonnez, les tarifs baissent beaucoup. Donc voilà, je vous invite à suivre ce cours déjà de Laurent. Et puis moi, je vais vous dire une petite présentation assez rapide du séminaire que je vais faire aussi à Savena sur les 5 piliers de la sagesse. Alors en fait, je fais un premier séminaire du 8 avril, mais qui est complet. Et donc, si vous êtes intéressé, je vous invite à vous inscrire au deuxième séminaire que j'ai mis sur le même sujet pour que tous ceux qui n'ont pas pu s'inscrire au premier séminaire puissent venir. C'est du 27 mai au 1er juin. Donc on vient de mettre cette date du 27 mai au 1er juin sur les 5 piliers de la sagesse que je rappelle brièvement parce que j'ai déjà fait une présentation au dernier webinaire gratuit. Donc, nous parlerons de la sagesse comme un chemin bah, qui finit jamais. D'ailleurs, on n'est jamais sage, hein, on progresse vers la sagesse. C'est une boussole, c'est un chemin dans lequel il y a des hauts, il y a des bas, mais c'est une intention profonde de grandir en humanité, de se perfectionner, de s'améliorer, d'être meilleur. Et puis nous verrons comment la sagesse nous fait grandir dans la joie, en reprenant notamment un petit peu les thèmes spinozistes. Et puis, nous verrons que ces 5 piliers, ben, au fond, on retrouve ça dans tous les grands courants, philosophiques et de sagesse du monde, hein, aussi bien dans le bouddhisme, le taoïsme, la philosophie grecque, un certain nombre de penseurs comme Spinoza notamment. Et ces 5 piliers fondamentaux, universels, on pourrait dire, puisqu'il y a vraiment un caractère universel à cette quête de sagesse, eh bien, le premier c'est la connaissance. Connaissance, déjà, l'utilisation de la raison pour connaître et ne pas être dans la croyance mais pouvoir dépasser la croyance par la connaissance, par le savoir. Et dans cette croyance, dans cette connaissance, il y a un aspect très important, c'est la connaissance de soi. C'est-à-dire pouvoir effectivement se connaître, parce que c'est en nous connaissant que nous comprendrons mieux à la fois l'humanité, le monde, hein, comme le disait Socrate, connais-toi toi-même, tu connaîtras l'univers et les dieux. Et puis le deuxième point fondamental, c'est l'amour et la compassion. On retrouve cette dimension très présente dans tous les courants de sagesse. Alors ça peut prendre une forme assez mystique dans les courants plus spirituels. On le voit dans
le bouddhisme du grand véhicule, la grande compassion, karuna, qui fait qu'on peut donner sa vie pour tous les êtres vivants qui souffrent. C'est, ce qu'on va retrouver dans les évangiles, c'est ce qu'on va retrouver dans le soufisme. Lélie Anvar nous a fait un cours, à l'école de philo sur, Rumi et la sagesse de l'amour, et c'était passionnant parce qu'elle montrait que Rumi attache beaucoup d'importance à la raison, à la connaissance, mais il montre que la connaissance coupée du cœur, ne conduit pas à grand-chose et qu'il faut toujours relier, le cœur et la raison. Et donc, nous parlerons de l'amour et de la compassion. Nous montrerons comment il y a souvent dans ces courants de sagesse cette conception que l'univers est un grand tout, où tout est relié et donc, tout ce que nous faisons a un impact sur les autres. Et c'est cette dimension, cosmique que nous retrouvons dans beaucoup d'écoles de sagesse de l'Antiquité, notamment le stoïcisme, qui nous montre que l'univers est un grand tout relié, que chaque action que nous faisons a un impact sur les autres, d'où le souci du bien commun. Et nous verrons que la conséquence politique de tous ces courants de sagesse, c'est la recherche du bien commun et non pas la recherche uniquement de mon propre bien individuel au détriment des autres. Et puis nous parlerons de la liberté, perçue par ces sages et ces courants de sagesse comme la liberté intérieure et pas uniquement la liberté politique. Ce qui est très important parce que la liberté politique, ça a été le fruit d'une conquête longue, qui fait qu'on a des droits qui sont très importants. Mais ils nous rappellent, ces grands courants de sagesse, que la liberté, elle est aussi, à acquérir d'un point de vue intérieur. Ce que Spinoza montre très, très bien en disant que nous allons passer de l'esclavage, à nos pulsions, à nos affects, à nos idées inadéquates vers une plus grande liberté qui s'exprime en fait à travers tout un travail sur soi qui nous permet d'avoir une plus grande liberté intérieure. Et puis nous verrons la question du juste milieu, c'est-à-dire cet équilibre des vertus entre deux extrêmes. Vous savez que Aristote définit la vertu comme un équilibre, une ligne de crête entre deux extrêmes qui sont souvent des vices, hein. Donc, par exemple, le courage est une vertu, et puis les deux extrêmes, eh ben, c'est la témérité ou la lâcheté. Eh bien, si on veut trouver ce juste milieu, c'est comme ça qu'on pourra mener une vie bonne, une vie juste et une vie heureuse. Et c'est comme ça que nous étudierons ce point qui est commun aussi à tous les grands courants de sagesse, c'est-à-dire la recherche de l'équilibre des vertus, de ce juste milieu, dont le Bouddha parle évidemment très bien aussi. Et puis nous terminerons par ce cinquième pilier qui est l'acceptation, on dira aujourd'hui le lâcher-prise, mais c'est cette acceptation de ce qu'on ne peut pas changer. Et le Bouddha nous dit très clairement, au fond, la douleur est inévitable, la souffrance est optionnelle. Enfin, il ne dit pas exactement comme ça, mais c'est l'idée. C'est-à-dire qu'on peut ne pas rajouter de la souffrance morale, du refus de l'épreuve que nous traversons ou du problème que nous traversons, et qu'il vaut mieux accepter ce qu'on ne peut pas changer, ce que nous dit très bien Épictète, en nous montrant que au fond, il faut distinguer ce qui dépend de nous, de ce qui ne dépend pas de nous, qu'il y a des choses, des événements du destin qu'on ne peut pas changer, et il vaut mieux changer notre regard et nos représentations sur les événements extérieurs plutôt que de les subir comme une fatalité douloureuse. Donc voilà, nous allons aborder ces 5 points et puis, comme le disait Maxime, nous ferons à travers tous ces enseignements, des exercices pratiques, des ateliers. Par exemple, si je vous poserai la question en parlant d'Épictète, eh bien, réfléchissez, qu'est-ce qui dépend de vous? Qu'est-ce qui dépend pas de vous dans la vie? Vous verrez que c'est pas si simple de répondre à cette question. Donc chaque fois, il y aura des ateliers pratiques et puis toujours ce contact, donc important, avec la nature puisque nous avons créé à Savena un chemin du philosophe, c'est-à-dire un endroit où on va pouvoir se promener en 1 heure et demie à travers la propriété qui est magnifique, avec un cours d'eau, avec des très beaux points de vue, avec des citations philosophiques, une dizaine de citations philosophiques et des bancs pour pouvoir méditer à chacune de ces citations. Donc nous pourrons méditer, philosopher en pleine nature. Voilà, donc voilà le programme. Donc je rappelle, du 27 mai au 1er juin pour ce séminaire sur les 5 piliers de la sagesse. Et je vais donner la parole à notre chère Aurélie Godefroy, qui est la journaliste qui présente tous nos webinaires, pour savoir s'il y a quelques questions pour conclure ce webinaire gratuit. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver exceptionnellement un lundi soir. Alors effectivement, nous avons pas mal de questions, Frédéric, à la fois sur l'aspect pratique et sur le fond de tout ce que vous avez évoqué. Alors, on va évacuer tout de suite la question que tout le monde se pose. Est-ce que Frédéric Lenoir sera présent à chacun des séminaires? Non, je suis désolé de vous décevoir. Je ne peux pas être présent à tous les séminaires, mais franchement, faites-moi confiance.
les personnalités que j'ai choisies, pour faire des séminaires Maison de la Sagesse sont de grande qualité. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ce sont à la fois des penseurs, donc des personnes qui ont une vraie connaissance, du sujet qu'ils abordent, mais ce sont des êtres humains aussi, voilà, qui cheminent, qui ont des qualités humaines, ce sont des amis, souvent et donc vraiment faites-moi confiance, que ce soit Maxime ou Carole, ce soir et évidemment les autres comme Lélian Var, Christophe André et cetera. Ce sont des belles personnes et avec qui vous allez beaucoup apprendre et avec qui, vous allez passer des bons moments donc je ne serai pas là, mais franchement, vous ne serez pas déçus, je vous le garantis, des personnes qui vont animer ces séminaires. Alors, question pour Maxime. Sur les conflits, est-il préférable parfois d'éviter un conflit ou bien un conflit peut-il toujours nous apprendre quelque chose sur la vie? Nous demande Cécile. C'est une très belle question, notamment parce qu'en fait, elle met le doigt sur la grande difficulté des conflits, c'est-à-dire savoir discriminer ceux qui servent à rien de ceux qui servent à quelque chose, et si on décide qu'ils servent à quelque chose, à quoi? Donc finalement, je dirais que cette question, elle trouve sa réponse au cas par cas, et que pour discriminer les choses au cas par cas, il va nous falloir un critère. Et c'est ce critère-là qu'on va essayer d'élaborer ensemble. C'est-à-dire, au fond, euh, comment est-ce qu'on fait le tri au sein de chaque conflit entre des souffrances inutiles, celles qui nous amènent nulle part et qui sont des impasses, et de l'autre côté, ce qui nous permet de cheminer, même si, un petit peu comme lorsque le sang retrouve le chemin d'un organe, par exemple, quand on croise les jambes, vous savez, et qu'on a des fourmis dans les pieds quand on les décroise, c'est que le sang revient, la vie revient, et parfois c'est douloureux. Et en fait, lors des conflits, il se passe la même chose, c'est-à-dire il y a des moments où des interactions, disons, en créant des turbulences, rouvrent des chemins. Donc, on pourrait dire qu'il y a deux types de souffrances et qu'en fait, elles ne se voient pas à l'œil nu ou au cœur nu, c'est-à-dire, on sait pas une sensation qui est immédiate. Et souvent, le temps est ce qui nous permet de discriminer, de reconnaître finalement qu'une souffrance qui nous a paru inutile bah, prend l'aspect d'une étape en fait dans un chemin. Et réellement, pour répondre à cette question, il faut vraiment mettre en place des éléments qui nous permettent petit à petit de voir des différences. Et c'est ça qu'on fera au cours de ces jours lors de ce séminaire. Merci Maxime. Alors, question pour Carole maintenant, puisque Arnaud nous dit qu'il a le plaisir de participer justement au séminaire, il s'est inscrit, et il aimerait savoir s'il y a un travail préparatoire à effectuer avant de vous retrouver, Carole, même si l'impréparation peut aussi être très créatrice dans un cadre aussi inspirant visiblement. Oui, ah oui, c'est une bonne question, hein, bien évidemment. Bah, je crois que déjà, s'il y a une chose à faire, c'est de lire déjà un seul ouvrage. C'est ce que je dis toujours, si on doit lire un seul livre de Jung, c'est Ma vie, parce que tout est dans ce livre. Donc, à la limite, voilà, lire ce livre ou le relire aussi, parce qu'il y a plein de niveaux pour lire ce livre, hein. Euh, et puis c'est tout, et rester disponible à l'aventure, parce que ça va être une aventure, donc j'aurais envie de dire oui. Alors, lire Ma vie ou le relire et rester disponible. Je pense pas qu'il y ait forcément un prérequis particulier euh, pour justement laisser quelque chose d'important justement dans le travail que je vais proposer, c'est être disponible à l'émerveillement, parce que c'est un mot que Jung emploie dans différents de ses ouvrages. Heu, voilà, simplement, voilà, je dirais, pas plus que ça, pas plus que ça. J'ai envie de poser la même question à Maxime. Maxime, est-ce que tu penses qu'il y aurait des choses, que les gens pourraient lire ou faire pour se préparer à ton séminaire? Bah, j'ai un petit peu envie de faire la même réponse, c'est-à-dire, je crois que l'essentiel, c'est de venir avec sa propre sincérité et peut-être, j'ai envie de dire, ses propres cas d'étude. C'est-à-dire que finalement, en termes théoriques, l'idée, c'est qu'on va travailler ensemble. On va travailler ensemble selon qu'on mobilise de l'histoire de la philosophie ou qu'on fabrique des concepts tout seul. De toute façon, on le fera ensemble. En revanche, ce qui serait pas mal, c'est que les gens ils viennent avec
un répertoire d'expériences. C'est-à-dire que vous ne veniez pas en vous disant, bon, ben, de toute façon, ce que j'ai vécu, ça ne regarde que moi finalement, c'est ce dont je veux me départir. Non. En fait, c'est à partir de cette expérience que nous, on va travailler. Ça veut dire on n'est pas du tout dans un rejet de la réalité des vrais conflits. Au contraire, apportez vos conflits avec peut-être voilà, de la pudeur, peut-être vous rentrerez pas dans tous les détails, peut-être, mais malgré tout, qu'on soit dans un espace de partage, cet espace de partage, il va devenir philosophique parce qu'on va réfléchir dessus, mais il doit être sincère, il doit y avoir une accroche dans le cœur. Donc, à nouveau, j'insiste sur cette dimension-là. Elle est moins intuitive quand on pense à de la philosophie. C'est important pour tout le monde là, de bien comprendre que le projet de ces séminaires, c'est quand même de nous transformer. Ça veut dire, on va les aborder. Vous êtes avec des spécialistes. Regardez mon nom sur Internet, vous verrez plein de choses qui sont très sophistiquées, très compliquées et qui montrent que j'ai lu plein de bouquins. Mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est que nous, on soit ensemble et que dans ce moment de partage, on arrive à élaborer des voies qui vous permettent à vous de poursuivre votre chemin. Donc c'est vrai que moi, ce que je recommande aux gens, c'est moins d'aller lire des livres et d'arriver avec un savoir, parce que je suis là pour ça, j'ai fait ce travail pour vous, mais plutôt de venir avec une expérience qui soit claire à leur esprit pour être à même de la mettre en partage. Après, on travaillera et peut-être qu'après, a posteriori, ils auront une grande bibliographie à explorer. Oui, c'est très important ce que Maxime vient de nous dire, c'est que lorsqu'on a voulu fonder la Maison des Sagesses avec justement Maxime, Xavier Pavie et quelques autres philosophes, il s'agit d'en faire un lieu de transformation. C'est que la philosophie, c'est très bien de comprendre, d'analyser, etc. Mais on a envie, lorsqu'on en fait une dimension de sagesse, que ce soit pratique et que ça nous aide à vivre mieux. En fait, c'est penser mieux pour Mmh. vivre mieux. Et c'est très important, Maxime, que tu aies rappelé cette dimension-là parce que c'est une philosophie appliquée que nous voulons proposer à la Maison des Sagesses. Eh bien, ça tombe très bien, puisque alors j'ai deux questions pour Laurent, et là, ça rejoint cette question de philosophie appliquée. Quel lien faites-vous entre la motivation et la notion d'effort? Puisqu'en fait, quand on est motivé, tout semble plus facile. Donc ça, c'est une première question que nous pose Cécile. Et Katharina se demande si on peut parler d'effort sans évoquer Bergson. Laurent. Alors, pour répondre à Cécile, la motivation et l'effort, c'est deux champs lexicaux qui se recoupent, mais c'est pas la même chose. La motivation, elle est psychologique. C'est l'entraînement mental qui me pousse à agir. L'effort, c'est le corps. Hein, peut-être on peut penser celui qui soulève des haltères dans les compétitions. Il va se motiver, ou le rugbyman, là, il va se motiver à rentrer sur le terrain, mais quand il faut pousser sur une mêlée ou quand il faut soulever un haltère, l'haltère, c'est l'effort. Et donc, il y a ce rapport des deux, mais je crois qu'il y a une autonomie de l'effort, parce que dans l'effort, parfois, c'est le corps qui répond de lui-même. Donc pour Cécile. Et puis l'autre question, j'ai oublié Katharina, c'est ça? Sur est-ce qu'on Ouais. peut, oui, c'est ça. Est-ce qu'on peut parler de l'effort sans parler de Bergson? Mais oui, parce que Bergson n'a pas inventé l'effort. Oui, j'entends l'effort et l'élan vital, l'effort contre l'habitude, l'effort comme autonomie qui fonde la liberté, ou les grands thèses de Bergson en matière esprit. Donc oui, bien sûr, on pourra évoquer Bergson, peut-être même dans le deuxième cours. Mais ce qui peut être intéressant, c'est de regarder l'effort ce que j'essaye de faire, en tout cas, sous un autre paradoxe. C'est à partir du paradoxe de l'effort lui-même. Parce que si vous regardez bien ce que dit Bergson, l'effort n'est qu'un moyen. Expression de l'élan vital, moyen pour la liberté. Mais peut-être qu'on peut aussi penser l'effort à partir de l'effort. Voilà, je ne sais pas si je suis bien clair. De toute façon, on va y revenir jeudi, donc il n'y a pas de souci. Euh, une question de Jean-Pierre qui fait référence à ce que disait Maxime. Est-ce qu'on peut vraiment se transformer en 5 jours? C'est réaliste? Ah, mais bien sûr que non. Bien sûr que non. Ce qu'on va faire, c'est mettre en place des éléments pour, disons, pour travailler. Et puis, au moment du travail, il va y avoir des rechutes. C'est-à-dire, c'est très amusant. Les gens, ils lisent les livres d'éthique et puis ils les replacent dans leur bibliothèque. Mais c'est pas comme ça, un livre d'éthique, hein. Un livre d'éthique, c'est ce qu'on appelait un livre de chevet. Alors aujourd'hui, les livres de chevet, ce sont les livres qu'on lit pas. Et ils s'accumulent comme ça, ils font une petite pile à côté de votre lit. Mais l'expression livre de chevet,
C'est pas pour les livres qu'on n'a pas lus, hein, c'est pour les livres qu'on ne repose pas. Un livre qu'on ne repose pas, c'est un livre qui travaille en vous. Et nous, ce qu'on va faire pendant les 5 jours, c'est en quelque sorte écrire chacun les éléments d'un livre de chevet immatériel, quoi, qui ne sera pas publié, mais qui sera celui qui restera à votre chevet pour que ensuite vous puissiez travailler, vous puissiez avancer. Et donc, c'est une très belle question parce que c'est très important de rappeler quand même que on va pas, la philosophie, ça ne travaille jamais sur le modèle de la magie. Ça veut dire, vous ne venez pas avec des magiciens qui vont vous transformer immédiatement. En revanche, vous êtes avec. Alors pour le coup, Laurent faisait la comparaison avec le sport. Pour les distinguer, moi je vais faire une comparaison qui les rapproche, c'est-à-dire au fond, on va vous montrer les exercices, on va comprendre les exercices, mais c'est pas parce qu'on va vous montrer comment on fait des abdos que vous allez repartir avec la plaquette de chocolat en 5 jours. Mais par contre, si dans les mois et les années qui suivent, vous poursuivez ces exercices, bah, vous verrez que si les abdominaux et une certaine alimentation, ça fait des plaquettes de chocolat. Et de la même manière, la philosophie, en éclairant des choses que vous avez vécues et en vous apportant de nouveaux concepts pour aborder différemment les expériences qui viennent, réellement, ça va transformer. En fait, c'est comme une trajectoire, c'est-à-dire le choc d'une bille n'a pas besoin de se poursuivre pendant très longtemps pour modifier de manière durable sa trajectoire. C'est vraiment sur ce modèle-là qu'il faut penser les choses. Il y a une impulsion, cette impulsion, elle modifie une trajectoire. Alors, on va passer maintenant aux questions pratiques que j'évoquais tout à l'heure, si vous êtes d'accord, Frédéric, pour y répondre. Oui, C'est des questions de transport, enfin vraiment pratico-pratique, hein. On essaye? on y va. Alors, pour le séminaire du 29 avril au 4 mai, donc je ne sais pas lequel c'est, C'est le mien. c'est celui de Maxime. Le prix inclut-il donc toutes les facilités sur place, sauna, etc. Ou est-ce que c'est en plus? Non, non, ça inclut tout. Ça En inclut fait, tout. ça inclut l'enseignement de Maxime, l'hébergement, la nourriture. Vous êtes bien nourri, hein, il y a un bon petit déjeuner, déjeuner, goûter, dîner, mais une nourriture, je le précise, qui est végétarienne, mais végétarienne gustative. C'est-à-dire qu'on a pris des cuisinières qui savent faire goûter vraiment tous les éléments qui ne viennent pas de la chair animale pour que ce soit un vrai plaisir. Et puis, il y a effectivement une piscine auquel vous aurez accès. Je ne sais pas encore s'il fera chaud ou pas, mais en tout cas, elle sera ouverte. Une piscine naturelle, hein, qui est traitée avec des plantes, il n'y a pas de chlore. Vous aurez un bain nordique, un sauna. Voilà, donc tout ça est à vos dispositions. Et puis surtout, une nature environnante absolument magnifique. Vous pourrez partir de la propriété, vous promener. Donc ça, alors la seule chose qui est pas inclus en fait, c'est le transport. Donc ça, le transport est à votre charge, mais après on peut mettre les personnes inscrites en lien avec les uns avec les autres pour faire du covoiturage notamment. Et puis sinon, vous avez une gare qui est à 20 minutes, qui est la gare de Montélimar, qui est à 20-25 minutes maximum du lieu, où là vous pouvez prendre un taxi, ou on peut organiser des taxis collectifs également. Oui, parce que Jean-Pierre nous dit comment se rendre de la gare de Montélimar au domaine? Je n'ai Ben, pas de voiture et j'ai pas envie d'en louer une. non, mais il y a des taxis, c'est tout à côté. Donc en fait, je vous Ouais. dis, voilà, on est à 20 minutes et on pourra grouper certaines personnes qui arriveront en même temps. Très bien, donc alors ça répond à la question de Caroline, hein. Il n'y a pas de transport en commun pour se rendre au domaine. Je Euh, précise que la gare de Montélimar, elle est bien desservie. Il y a plusieurs TGV par jour. Je crois que c'est à peu près à 2h50 de Paris. Et puis des TGV dans les deux sens, qui viennent du sud, qui viennent du nord. Et puis sinon, il y a aussi la gare de Valence TGV, qui est un petit peu plus loin, qui est plutôt à 45-50 minutes. Très bien. Bon, bien écoutez, c'était toutes les questions qu'on avait aujourd'hui sur à la fois l'aspect pratique et un peu de fond sur ce que vous nous avez dit. Donc merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous ce soir, chers intervenants. Je remercie aussi les personnes qui nous ont suivis. Vous pouvez revoir d'ailleurs ce webinaire en replay, à la fois sur le site de la Maison des Sagesses, puis sur le site internet. Laurent, cher Laurent Paillet-Chevalier, on se retrouve quant à nous ce jeudi pour Oui, évidemment. parler de l'effort, voilà, pour le premier des deux cours. Et en attendant, je vous souhaite une très
très belle soirée et on se retrouve donc jeudi. Bonne soirée. Merci, au revoir à tous. Au revoir.